Peut-être souhaitez-vous poser vous-même des questions. Vous avez certainement ou peut-être lu l'ouvrage de Paul-Olivier Delannoy. Si vous souhaitez intervenir, et je peux relayer vos questions, vos interrogations. Oui, Yves. Dites-vous, vous ne croyez non plus au hasard, mais à la prédestination. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tellement libre de vos choix. Ces choix les choix que vous posez ont déjà été choisis pour vous dès la naissance. On fait encore de la religion, de la théologie, là, monsieur Delannoy, la prédestination. Est-ce qu'on est prédestiné à quelque chose? Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas beaucoup de mérite. Si tout est dit, si tout est dit. Si tout est déjà dit. Vous allez dans le sens de ma question, alors aucun d'entre nous... Oui, non, oui, mais je ne parle que de moi, je n'oserais pas dire. Vous savez, toutes les personnes qui sont ici n'ont vraiment aucun mérite. Ça, je n'oserais pas dire. À titre personnel, non, je ne crois pas à la prédestination. Je pense en tout cas que les événements dans la vie, peut-être à un moment donné, vous forgent, ça c'est clair, forgent votre caractère. Et je l'ai dit tantôt, je ne pense que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu si je n'avais pas vécu ce drame. Et j'en suis persuadé. Mais je ne pense pas qu'il y avait de la prédestination. Mais je n'ai pas non plus la réponse à la question. Hein. Peut-être que vous avez raison. Encore une fois, c'est plus tard qu'on pourra dire monsieur avait raison ou non, camarade, il n'existe pas. Et s'il n'y a rien, on ne sera même plus là pour le dire. Moi bien, peut-être, parce que j'ai décidé de ne pas partir tout de suite. Chose. Oui, non, mais par-delà la mort, s'il n'y a rien, il n'y a même pas une seule parole qui peut s'élever du néant pour dire, ben non, il n'y avait rien, on a cru pour rien, par exemple. Tout à fait. Une autre question? C'est parfois difficile de s'exprimer en public sur un sujet aussi sensible. Mais je peux vous garantir qu'il y a énormément de personnes qui me reviennent après. Et j'ai un mail que je traite personnellement. Et donc, si à un moment ou à un autre, au-delà de cette soirée, vous avez envie de vous exprimer me concernant sur un fait que vous avez vécu, ou si même ne serait-ce que pour parler, surtout, n'hésitez pas et envoyez-moi un mail. Mais monsieur voulait poser une question. Oui, Dominique. La mort, c'est quelque chose de naturel. Mais ce qui est terrible, c'est la violence de la mort. Ma mère est morte d'un accident rue de Marly à Tournai. Une moto est venue la choper sur le trottoir. Mon neveu est mort d'un accident vélo à Bruxelles. Je tenais à vous remercier d'avoir mis la circulation à 30 à l'heure à Tournai. C'est la chose qui est arrivée à la rue à Caen ici dernièrement? Non, il y a déjà quelques années. Je peux vous garantir, hein, c'est que chaque fois, quel que soit l'âge, où ça arrive, quand il y a un accident mortel, bien évidemment, ça me retourne à chaque fois. À chaque fois. J'en suis quasiment malade. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est que systématiquement, il y a toute une série de souvenirs qui reviennent, ça c'est sûr, mais il y a surtout le fait que je sais que ça va être beaucoup plus dur, que la difficulté va seulement arriver. Et quand je dis va seulement arriver, c'est pas tout de suite. Lorsqu'il y a un deuil, tout le monde est là, tout le monde en parle, tout le monde vient. Mais le plus dur, c'est qu'à un moment donné, c'est que je l'ai dit, la vie elle reprend, et monsieur et madame tout le monde ne reviennent plus, et c'est logique, et c'est normal, parce que le quotidien a repris le dessus, et où là, les uns et les autres commencent à se sentir trahis, c'est pas vrai, mais le sentiment il est là, et le sentiment est quelque chose d'important, même si c'est pas une réalité, c'est quelque chose d'important. Et donc les parents, effectivement, si j'en reviens à ma propre histoire, à un moment donné, de par leur comportement, se sont éloignés des autres, et peut-être qu'ils en ont voulu aux autres sans nécessairement se rendre compte qu'ils étaient aussi la cause. Parce que la mort, elle fait peur. Et donc, tout ce qui arrive je vous assure, hein, systématiquement, parce qu'on me téléphone pendant la nuit pour me dire il y a eu un accident, quand c'est mortel, on me sonne à chaque fois, ça me retourne. Je veux dire,
il y a un drame qui s'est passé sur Tournai, tout le monde en a entendu parler. Quand on me téléphone par rapport aux 5 personnes qui meurent dans un... Et alors chacun a bien évidemment sa vérité, chacun a bien évidemment, il faut faire ceci, il faut faire cela. La gamine qui s'est fait avoir à Saint-Luc, c'est une horreur. J'ai rencontré également les parents. Mais face à certains drames, parfois c'est difficile parce que il suffit de la folie d'une personne, il suffit d'une inattention, il suffit de... il y a 50 000 excuses qui peuvent arriver à un moment donné pour justifier ou tenter d'expliquer l'inexplicable. Mais quand l'inexplicable est là, c'est terminé. Et on a beau dire tout ce qu'on veut. Je peux vous dire que depuis que je suis bourgmestre faisant fonction et ensuite bourgmestre, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes que j'ai vus partir dans des situations dramatiques. Même quand j'étais chef de cabinet de Christian Massy, je me rappelle d'une voiture qui tourne du côté de l'IMC et elle se retrouve au fond de l'eau. Je peux vous garantir que pour le faire, c'est quasiment impossible. Il y a tellement d'arbres, ils ne prennent rien, ils se retrouvent au fond de l'eau. On a retiré notamment une gamine qui était juste à côté de moi. Je vois encore son visage. Et en plus, à mon avis, elle était morte sur le coup, donc elle n'avait pas souffert. La jeune fille était vraiment très très belle. Mais vous dites, quand vous devez retourner, et ça peut-être que je vais revenir aussi un peu sur un autre sujet, c'est par rapport à la police. La police, elle a un rôle, sont des gens qui sont souvent mal vus, alors que je peux vous garantir qu'ils travaillent mais de façon remarquable. Alors oui, effectivement, parfois ils nous foutent un PV, ils nous emmerdent, parfois, etc., etc. Mais je l'explique dans mon livre, et alors cette personne-là, je l'ai revue après lorsque je suis devenu ce que je suis actuellement. Quand ça arrive, je suis situé à une cité à Potes. Je dors là parce qu'on avait fait un déménagement, enfin je ne peux pas tout dire de ce que j'ai dit de mon livre, mais on me réveille et on me dit « Paul-Olivier, tu dois aller chez ta maman, il y a quelque chose de grave d'arriver ». Je sors, j'ai 100 mètres à faire sur la cité, la maison est en bas et je dois aller en haut où mes parents habitent. Et la première chose que je vois, c'est le combi de police. Et directement, dans la seconde même, j'étais sûr de ce qu'on allait m'annoncer. Et de ce moment où je fais les 100 mètres, je ne sais pas si je l'ai fait en 1 seconde ou si je l'ai fait en une demi-heure, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je monte et je me dis, j'espère que Jean-Charles a commis une connerie, une grosse connerie, et je suis déjà prêt à lui pardonner. Parce que je voulais absolument éviter ce que j'étais persuadé, ce qu'une petite voix au fond de ma tête me disait, c'est que c'était fini. Et lorsque j'arrive là, la porte elle s'ouvre, et c'est un policier qui m'ouvre la porte. Mes parents sont bien évidemment 36e dessous. Et je peux vous garantir que l'humanité que le policier avait avec les mots justes, je ne l'oublierai jamais. Et donc, un peu comme Brassens, bien évidemment que je chante l'anarchie, bien évidemment que je crie mort aux vaches, etc. etc. Et comme Brassens, et je l'expliquerai un peu l'histoire après, comme Brassens, il n'y a rien à faire. Ce jour-là, j'ai compris énormément de choses, et que derrière un képi, derrière n'importe quoi, il y a aussi des êtres humains qui sont très sensibles et qui vivent énormément de choses qui sont là. Alors, effectivement, mon discours a totalement évolué par rapport au fait que quand j'avais 18 ans, je criais mort aux vaches, vive l'anarchie. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer énormément. Et maintenant, je suis le shérif à la ville de Tournai avec plein de policiers que je rencontre tous les jours. Au début, ils craignaient en disant l'autre là, il est complètement fou, il ne nous aime pas. Non, non, ils font un travail remarquable. Et c'est marrant parce que cette personne-là, après, j'ai travaillé avec elle. Et pour la petite histoire, Brassens a fait une chanson où il a plus ou moins, mais de façon moins hard, vécu un autre fait, et ce sont des faits vécus. Brassens souffrait à l'époque de colique néphrétique, Pierre Aurin. À l'époque, après maintenant la médecine a fait énormément de progrès, mais à l'époque c'était excessivement douloureux. Et Brassens est dans son lit, il fait une crise de colique néphrétique, et il est en train de gueuler comme un homme.
Et une personne rentre dans sa maison pour l'aider un peu. Et cette personne est un flic. Et dans la chanson, il dit « Je continue à chanter Mort aux vaches, mais ma langue pâteuse retombe parfois dans ma bouche. » S'il vous plaît, Oui, Je vous en oui. prie. j'ai connu votre frère. Vous l'avez connu? Oui. C'était un bon vivant, hein? Mais je préfère garder bien évidemment que cette image-là, parce que Je on me souviens très était... bien de l'accident et puis je connaissais sa copine du moment, Karine. Karine qui en a souffert énormément. Ça aussi, c'est... Ouais. c'est- Et c'est- elle en souffre encore. Oui, oui, je sais. C'est aussi quelque chose de difficile parce qu'effectivement, Jean-Charles avait une petite amie avec qui elle s'entendait vraiment très bien. C'est d'ailleurs moi qui ai lui annoncé que Jean-Charles était décédé. Mais ça reste marqué à vie parce que j'ai encore vécu ça, j'ai encore vu quelque chose ici dernièrement, mais je ne sais plus, à la télévision, enfin qu'importe. Mais c'est vrai que lorsque vous avez quelqu'un, que le couple s'entend bien et qu'à un moment donné arrive ce qu'il arrive, mais il est logique que la jeune fille qui a une vingtaine d'années, Jean-Charles avait 24 ans, elle avait plus ou moins le même âge, elle va Et pas... moi, ma belle-fille, c'est Catherine. Ben oui, voilà, encore un autre sujet. Et là aussi, il y a Et des moi- synchronités qui sont, Voilà. Et qui sont moi, j'ai assez, perdu mon petit-fils qui sont assez il y surréalistes. a 1 an, Oui, je me rappelle très à bien. Mourcourt. Très bien. Mais moi, je vois Catherine, j'ai encore été à Saint-Léger hier. Le fils donc de Catherine, C'est mon petit-fils. oui, il est en photo avec Jean-Charles dans ses bras. Et c'est assez surréaliste parce que donc Jean-Charles a un bébé dans ses bras et puis un jour on m'annonce que il y a eu un accident du côté de Mourcourt-Quin et il s'agit d'eux, etc., etc. Et puis ben voilà, le cerveau prend la marche en arrière et je me rends compte que le gamin qui est décédé à Quin est le gamin que Jean-Charles porte dans ses bras. Et donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, quand ça arrive et qu'une personne a 24, 25 ans, on ne peut pas lui demander de rester Vierge Marie toute sa vie. Et donc, à un moment donné, elle doit refaire sa vie, mais c'est excessivement difficile, parce qu'à un moment ou à un autre, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui serait passé? Et donc, il faut énormément de souplesse et d'intelligence pour pouvoir que l'autre puisse l'accepter aussi. J'ai bien connu votre papa. Je le voyais souvent à la pharmacie à Erin et on racontait le conte à deux. La pharmacie d'un côté et le cimetière de l'autre, parce que moi j'ai eu mes parents qui, lorsque c'est arrivé, allaient parfois 3 fois par jour au cimetière. C'était le seul et unique, la unique destination. On n'allait nulle part ailleurs. C'était le cimetière, 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 cimetière. Et ça, effectivement, moi, j'ai eu du mal à l'accepter, parce que je dis, il faut vivre. Il faut vivre. Parce qu'on a l'impression de ne plus vivre à côté, de ne plus être vraiment aussi important qu'eux. Et par contre, il y a une chose que j'ai retenue, parce que le jour, quand ça arrive, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont des vérités, mais un peu... Ben voilà, on les entend, mais ça passe d'un côté, ça passe de l'autre. La seule chose que j'ai entendue qui m'a marqué, c'est une tante qui a dit à maman, tu vas voir Claudine, ton fils ne vieillira jamais. Tu auras toujours l'image de Jean-Charles en étant jeune. Et c'est vrai que je ne sais pas comment il serait devenu, s'il y aurait eu un gros bedon, s'il aurait été chauve, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je pense à Jean-Charles, effectivement, j'ai devant moi un jeune homme beau, et je vous dis pourquoi il est très très beau. Et je vais vous dire pourquoi il est beau, c'est que dans la famille, les laits, on les a toujours jetés. Mais comme disaient les pharaons aussi, pourquoi les pharaons et pourquoi on embaume en Égypte, et qu'on demandait de toujours parler des morts, parce que en parler, c'était les empêcher de mourir définitivement. Donc les Égyptiens avaient déjà bien vu clair. Tout à fait autre chose, mais j'ai été dernièrement, les gens du village peuvent comprendre ça. J'en parlais encore avec le divinière en disant, mais toi tu peux pas comprendre. Tu es quelqu'un qui a toujours habité en ville,
Moi, j'ai habité au village, et quand je vais au cimetière de Potes, et je vieillis, je les connais tous. Alors c'est marrant, hein, tu fais le tour, tu dis, ah celui-là, ouais, il était avec une femme de l'autre, etc. Non, c'est pour rire. Mais non, vous faites le tour c'est marrant parce que c'est plein de souvenirs qui vous reviennent. Et ici, ça m'a fait mal parce que, et je peux comprendre, je fais la même chose à Tournai, mais on a exhumé énormément. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que ce sont toutes des souvenirs, des personnes qui ont été retirées, et logique, hein, il faut exhumer, parce que les cimetières ne peuvent pas faire en sorte qu'ils soient extensibles, mais si j'avais su, je pense que j'aurais fait peut-être toute une série de photos de toute une série de croix, parce que ces gens, bah, pour moi, ils vont partir dans l'oubli, et comme vous le dites, normalement, parler des personnes, c'est continuer à les faire vivre, et là, ben, on oublie, parce que vous savez, l'âge est là, et puis le temps fait son affaire, et puis c'est fini. Mais sinon, c'est vrai que lorsque je vais, quand j'allais à Potes, et je vais toujours à Potes, je fais le tour du cimetière, et vous vous rappelez toute une série de gens, et comme vous le dites, c'est vrai qu'on continue à les faire vivre, ne serait-ce qu'en pensant à eux. Bien, bien. Je crois qu'il est peut-être l'heure de conclure. Monsieur Delannoy, un très 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 grand merci. D'ailleurs, comment vous remercier à la fois Victor Siman et vous-même. C'est moi qui vous remercie. Pour le livre et également pour votre beau témoignage. Merci beaucoup, vraiment. Mais peut-être que... Merci à vous, vraiment, pour votre présence.